Tout de suite sur Bénin TV. Chers téléspectateurs, bonsoir chez vous. Les titres. Les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2026 sont démarrées ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Dans le département de l'Atlantique, le lancement officiel a eu lieu au lycée technique d'amitié d'Akasato en présence des autorités compétentes. Grâce à l'intelligence artificielle générative, créer de faux visuels devient aujourd'hui simple et rapide. Mais jusqu'où peut-on aller avec l'image d'autrui ? Au Bénin, le sujet soulève désormais des questions juridiques et même judiciaires. Sur le plan international, vers une désescalade au Moyen-Orient, Washington et Téhéran affirment être parvenus à un accord censé mettre fin aux opérations militaires dans la région. Au Mozambique, la flambée des prix du carburant complique le quotidien de nombreux pêcheurs. Et en République démocratique du Congo, Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme face à l'épidémie d'Ebola. À la une de ce journal, focus sur l'éducation. Les épreuves écrites du baccalauréat session juin 2026 ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national. Dans le département de l'Atlantique, le lancement officiel a été donné au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato, en présence des ministres concernés ainsi que des autorités départementales. Les précisions dans ce reportage de Victorine Bondé et Jean Nobima. Il est 7h ce matin quand parents et candidats affluent au lycée technique d'amitié sino-béninoise d'Akasato, un centre de composition du baccalauréat réservé aux candidats de la série D. Après les vérifications d'usage, les candidats sont orientés vers leur salle pendant que les surveillants reçoivent les dernières consignes et les enveloppes contenant les épreuves. C'est ici que se déroule le lancement officiel du baccalauréat, session de juin 2026. Nous avons au total 27 salles de composition. Au total, 802 candidats, dont 423 filles et 379 garçons. Dans les salles, la concentration est de mise. Après un message d'encouragement des autorités présentes, le top est donné à 8 heures avec la distribution des épreuves. Nos enfants dans ce centre vont composer dans d'excellentes conditions. La direction de l'Office du bac a, comme d'habitude, fait un excellent travail dans l'organisation des épreuves du bac. Vous avez vu, à 8 heures, nous avons pu distribuer les épreuves et je suis persuadée que sur l'ensemble du territoire national, c'est ainsi. En termes de statistiques, nous sommes à 77 101 candidats. Environ 34 580 filles et environ 42 500 garçons. Ce qui est impressionnant, c'est de se rendre compte que le nombre de nos enfants qui composent en série C a passé la barre des 1000, ce qui est une première. Et puis, pareil, dans les séries industrielles techniques, nous avons également une augmentation de l'effectif de nos apprenants. Donc, c'est la preuve que tout ce que nous faisons pour rendre ces filières attractives fonctionne. Je voudrais remercier tous les acteurs, à partir des parents jusqu'au gouvernement, en passant par les enseignants également, qui ont fait tout un travail pour qu'on ait ce résultat. Mais je ne veux pas oublier un gros maillon de la chaîne, c'est les forces de défense qui nous ont aidés à faire les transports de matériel, mais qui assurent également notre sécurité. Vous avez dû constater par vous-même qu'au plan sécuritaire, tout était bien en place. Vous avez vu la directrice départementale de la police républicaine avec ses éléments et qui était vraiment dans tous les coins stratégiques du centre. Et je pense qu'il en est de même pour tous les autres centres du département et du Bénin. Et donc, au plan sécuritaire, nous n'avons pas, disons, de soucis à nous faire. À l'issue du lancement, la délégation visite les ateliers techniques du lycée pour découvrir les équipements de pointe qui servent à la formation des apprenants, témoignant des efforts du gouvernement en faveur de l'enseignement technique et professionnel.
Dans la commune d'Abomey-Calavi et aux autres villes, les candidats ont pris place ce matin avec calme et détermination pour affronter les premières épreuves de ce diplôme universitaire. Cette journée inaugurale traduit la mobilisation et la diversité des parcours dans un dispositif rigoureusement encadré. Le résumé dans ce reportage de Pedro Mansang-Bewa et Hilaire Kodjo. Dès les premières heures de cette première journée de composition des épreuves du baccalauréat, session de juin 2026, ils sont nombreux à investir les centres de composition sur l'ensemble du territoire. Du collège Père au pied de Cotonou au CEG 3 de Huawei Wassaho à Boycon, les candidats ont affiché une sérénité face aux épreuves. La première épreuve, c'est le français. Et l'après-midi, nous allons faire la SVT. Et les autres jours, PCT, mathématiques, histoire géographique. Voilà, nous composons jusqu'à mercredi. Comme d'habitude, pour chaque examen, il faudrait donner les consignes. Et il faut rappeler aux surveillants ce qu'ils doivent faire dans les salles. Il n'y a pas de retard. Tous les candidats dans les salles sont lancés au même moment. La responsabilité est acquise à tous les niveaux. Et nous nous rassurons que cet examen va se passer très bien. Au CEG Zongo à Parakou, les candidats composent exclusivement en série A2 dans un dispositif rigoureusement encadré. Mais derrière cette organisation, l'édition 2026 du baccalauréat révèle aussi des parcours marquants. Et sur le Benjamin, mes confrères et consoeurs n'ont pas pu avoir le bac et tous se sont arrêtés au niveau du PPC. Au souhait est que je sois le premier à avoir le bac dans la famille. Cela m'a particulièrement touché de constater que dans ce pays, chacun se bat au mieux pour pouvoir apporter sa touche à ce que nous construisons ensemble. Je voudrais déjà féliciter le gouvernement pour toutes les dispositions qui ont été prises afin que tout se passe dans le calme et dans la sérénité totale. Des candidats à besoins spécifiques prennent également pleinement part à ces épreuves de premier diplôme universitaire grâce à des dispositifs adaptés. Et pendant que les candidats au baccalauréat révisent leurs dernières leçons ou attendent les épreuves, d'autres se préparent à une mission tout aussi importante. Veiller au bon déroulement des examens. Qui sont-ils et comment s'organise la surveillance du baccalauréat? Réponse dans les coulisses d'un centre d'examen avec Pedro Mansang-Bewa et Mariano Gankou. CEG Weiho à Cotonou, il est environ 7 heures. Parmi la soixantaine de personnes mobilisées pour la surveillance, il y a Bernard Avosegou. Comme ses pairs, il est attentif aux dernières consignes données par les responsables de ce centre d'examen. Liste d'émargement, copies et matériel de composition en main, il rejoint l'une des salles d'examen. Première instruction à l'endroit des candidats, les inviter à se débarrasser de tout objet ou document non autorisé. C'est une mission républicaine que nous faisons pour le bonheur de nos frères qui sont candidats. Veiller à ce que les enfants composent dans les bonnes conditions. Avant le lancement des épreuves, son binôme arrive avec les sujets soigneusement scellés dans des enveloppes. Loin de notre caméra, les sujets sont distribués et le travail de surveillance commence. Observer, circuler, prévenir toute irrégularité. L'attention de Bernard Avosegou et de son collègue reste constante. Au baccalauréat, l'erreur n'est pas tolérable même si elle est humaine. C'est erreur zéro. Avec les outils intelligents aujourd'hui, nous aussi nous avons perfectionné notre intelligence. On a changé de stratégie. On a demandé aux surveillants de faire voir. C'est-à-dire si un candidat porte une montre, il y a la stratégie pour savoir si c'est une montre intelligente. Si c'est une calculatrice, il y a des méthodes pour la découvrir. Au cours de l'examen du baccalauréat, l'attention est souvent portée sur les candidats, mais dans les salles, d'autres veillent au respect des règles. Une vigilance de chaque instant pour garantir le bon déroulement de l'examen.
Et au-delà de la sécurité dans les centres d'examen, la question de la restauration demeure une préoccupation essentielle. Si certains candidats se restaurent auprès de vendeuses installées aux abords des centres, d'autres préfèrent les repas préparés à la maison. Quelles sont alors les dispositions mises en place pour garantir une alimentation adéquate aux candidats? Élément de réponse dans ce reportage signé Vitis Arroche et Miché Elegbe. Je demande aux parents d'élèves d'être très attentifs et de les alimenter convenablement. Que la bonne humeur prévale pendant cette période. Cette bonne humeur des candidats dépend aussi de l'alimentation dans les centres d'examen. Au niveau des vendeuses de nourriture, la restauration des candidats a fait l'objet de consignes fermes. Elles sont appelées à faire la visite médicale et elles ont leur carnet. Les règles d'hygiène doivent être respectées. Par exemple, mettre les cuillères, les fourchettes au chaud, ouvrir les nourritures avec un paille propre, essayer de bien préparer, de bien cuire les nourritures avant de se présenter dans les centres. Des parents rencontrés devant ce centre d'examen à Porto Novo disent prendre des dispositions pour l'alimentation des candidats à la maison. Je me force à ce qu'elles mangent quelque chose avant de quitter la maison et qu'elles ne prennent pas des sucreries et tout ce qui peut la rendre un peu malade pendant ces temps-ci. Les 3 jours, je lui apporterai à manger tous les midis. J'ai déjà dit avec sa maman, s'il revient à midi, il va prendre du riz avec du poisson. C'est ça, il va prendre à midi. Et pour la suite, nous allons faire de notre mieux pour qu'il mange très bien. Nous allons accompagner les mets avec les fruits. S'il revient par exemple à midi, quand il va finir, le fruit que nous avons réservé, c'est l'orange. La période d'examen ne fait pas bon ménage avec la malbouffe et les parents doivent y veiller. S'ils se mettent encore à surcharger trop l'enfant peut connaître des situations diarrhéiques ou de constipation. Donc il est question de contrôler la quantité d'huile et fournir à l'enfant beaucoup de fruits que l'enfant adore manger. Lui faire boire assez d'eau pour que l'enfant soit bien hydraté parce qu'il a besoin de ses capacités cognitives, ses capacités intellectuelles au top niveau. Concentration, stress et forte chaleur peuvent parfois mettre à rude épreuve les candidats au baccalauréat. Des dispositions sanitaires ont été prises pour faire face aux éventuels malaises à travers l'installation d'une infirmerie et la présence de personnel soignant. Les responsables entendent garantir le bon déroulement des épreuves. Koudous Abdoulaye a fait le constat dans un centre de composition. Suivez le reportage. Non loin des salles de composition, cette infirmerie reste en veille. Un dispositif sanitaire mis en place pour assurer une prise en charge rapide en cas de problème de santé chez les candidats. Tout est prévu. Nous avons une infirmerie qui reçoit les candidats qui se sentiraient mal pendant la composition. Et ils sont là aussi pour apprécier si un candidat peut poursuivre la composition de l'examen. Si le candidat ne peut pas poursuivre, l'infirmier peut lui délivrer un papier accepté par le supérieur hiérarchique qui permettra à ce candidat aussi de passer la session des malades. À l'intérieur, médicaments de première nécessité et matériel de soins sont disponibles. L'infirmier affecté au centre se tient prêt à intervenir. Nous les sensibilisons avant les examens, de bien dormir sous moustiquaire, de prendre bien les dispositions. Un dispositif souvent discret, mais indispensable. Dans ce centre de composition du baccalauréat, toutes les dispositions sont prises pour que les candidats puissent affronter les épreuves en toute sérénité. Tandis que candidats et surveillants sont mobilisés dans les salles de composition, les forces de police, elles, restent également en alerte. Une mission de veille et de sécurisation est assurée afin de garantir le bon déroulement des épreuves du baccalauréat. Enoch Hunkmati s'est intéressé à leur présence dans un centre de composition. Constat. Leur présence rassure. Ce duo de policiers veille au grain dans ce centre de composition du baccalauréat. Depuis 7 heures, ils étaient là. Et ils ont aidé à filtrer les entrées. Il n'y a que les candidats qui sont dans l'enceinte du centre. Ils nous ont aidé également à superviser les alentours, à voir dans les toilettes, partout dans le centre où il y a de l'espace vide. Ils sont allés pour voir s'il n'y a rien de compromettant pour le bon déroulement de cet examen.
Leur intervention est bien circonscrite et se limite à l'extérieur des salles de composition. Les forces de l'ordre ne vont pas dans les salles de classe. Ils vont aux alentours, un peu plus loin des salles de classe. C'est nous qui allons quand il y a un souci à régler pour régler les problèmes des candidats. Et jusque-là, on n'a pas eu un souci dans ce centre. Tout se passe très bien et je crois qu'on va prier Dieu pour qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin. Dans cette mission de sécurisation, les agents de la police républicaine bénéficient d'une bonne collaboration avec les responsables du centre. Il n'y a pas quelque chose de grave qui se passe entre nous. On est en harmonie. Il y a une très bonne collaboration entre eux et nous. Et le superviseur, le chef centre et les adjoints, tout le monde, nous sommes ensemble pour la bonne cause. Nous faisons même la ronde ensemble toutes les 30 minutes, je vais dire, avec eux. En cas d'incident, ils sont les premiers interlocuteurs entre le centre et le commissariat de rattachement. Si nous mettons la main sur un tricheur avéré, on va le confier aux forces de l'ordre. Ça va sans dire. La procédure va être engagée et je crois qu'on va amener certainement le délinquant à la police républicaine qui va répondre certainement à un interrogatoire. En ce jour de baccalauréat, les policiers assurent la sécurité afin de permettre aux candidats de composer en toute quiétude. Après avoir abordé la question de l'éducation, intéressons-nous à présent à des images qui paraissent réelles, mais qui n'ont pourtant jamais existé. Avec l'intelligence artificielle générative, la création de faux visuels est devenue aujourd'hui simple, rapide et d'un réalisme parfois troublant. Mais jusqu'où peut-on aller avec l'image des autres ? Au Bénin, la question soulève désormais de véritables enjeux juridiques et même judiciaires. Une enquête de Rebecca Kanjanhunde et Belvida Atale. L'image semble réelle. Le sourire est naturel. La lumière épouse parfaitement le visage. Et pourtant, cette scène n'a jamais existé. Aujourd'hui, en quelques secondes seulement, l'intelligence artificielle peut fabriquer des images qui tutoient la réalité. Il faut noter que l'IA générative, c'est une machine qui a été nourrie avec des centaines de millions d'images, des visages humains, des paysages, des styles artistiques, tout ce qu'Internet contient. Et maintenant, elle peut en produire de nouveau à la demande en quelques secondes. Mais concrètement, que se passe-t-il lorsqu'on soumet une photo à une intelligence artificielle ? Elle transforme ce visage en données mathématiques. En gros, elle traduit un visage humain en une suite de chiffres que la machine comprend. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Tu lui donnes une instruction. Mets cette photo dans un contexte de plage. Fais vieillir ce visage de 20 ans. Habille-la différemment. L'IA recalcule. Elle modifie les données mathématiques du visage selon ta demande. Puis, elle passe à la dernière étape qui est l'étape de la reconstruction. L'IA va régénérer une nouvelle image à partir de ces données modifiées. Et le résultat, c'est photoréaliste. Derrière cette prouesse technologique se cache une question essentielle. Jusqu'où peut-on aller avec l'image des autres ? L'image d'une personne est aussi sa représentation, c'est une donnée à caractère personnel. Donc la modification et l'utilisation abusive de cette image-là, modifiée, peut poser des problèmes de cybersécurité. Le 29 mai 2026, le Centre national d'investigation numérique, CNIN, lançait un avertissement public sur sa page Facebook. Modifier, générer ou utiliser l'image d'une personne à l'aide de l'intelligence artificielle sans son autorisation constitue une atteinte au droit à l'image et peut vous exposer à des poursuites judiciaires. Quelques jours plus tard, cette mise en garde allait quitter le champ virtuel pour devenir une affaire bien réelle. Un jeune TikToker béninois publie une image générée par intelligence artificielle. Sur le visuel, il apparaît aux côtés de l'ancien président de la République, Patrice Talon, dans une scène entièrement créée. Interpellé, il pourrait bien écoper d'une peine d'emprisonnement. Le Code du numérique a prévu en son article 576 des peines
pour ceux-là qui utilisent de manière malveillante, utilisent des applications de montage pour modifier les photos, les audios, les vidéos d'une personne. Et ces peines peuvent aller de 5 ans d'emprisonnement et d'une amende allant jusqu'à 25 millions de francs CFA. Cette affaire du jeune TikToker marque-t-elle le début d'un signal fort contre les dérives de l'intelligence artificielle au Bénin? Ou ce dossier servira-t-il d'exemple pour rappeler que chaque image générée implique des responsabilités et désormais des sanctions? Parlons santé à présent. Ce 14 juin, le monde célèbre la journée mondiale du don de sang. Derrière chaque poche collectée se cache souvent une vie sauvée. Un donneur, un patient et entre les deux, une chaîne de solidarité est indispensable. Immersion auprès des donneurs de sang et des patients qui en dépendent. Magazine signé Yasmine Damata. Ils ne se connaissent pas, ils ne se croiseront peut-être jamais. Pourtant, leurs destins sont liés par un geste qui ne dure qu'une dizaine de minutes. D'un côté, des citoyens qui donnent leur sang, de l'autre, des patients qui en ont besoin pour vivre. La première fois, je dirais, on était au coup quand les agents qui collectent les sangs sont venus. Ils nous ont expliqué que voilà, il y a des gens qui meurent par faute de sang dans les hôpitaux par jour. Donc, vu cet état d'urgence, donc nous-mêmes, ils nous laissent faire notre choix. Si on va sauver les gens ou bien on va continuer de garder notre sang et laisser les autres mourir. Au début, c'était par suivisme, jusqu'à un moment où j'étais à une séance de sensibilisation où on nous expliquait que celui qui vient donner, quand on lui permet de donner, ça veut dire que ce qu'il avait donné a servi à sauver. Ça me fait 136 dons et j'en suis fier. Derrière ces gestes, il y a une urgence quotidienne, l'anémie sévère qui frappe de plein fouet. Mais il y a aussi un combat plus silencieux, celui des enfants drépanocytaires pour qui chaque poche de sang est une victoire pour survivre. Les enfants atteints de la drépanocytose ont souvent besoin d'être transfusés parce que leur maladie fait qu'ils font des complications qui sont liées au sang. On peut citer les hémolyses. Les hémolyses, c'est quand les globules rouges se cassent. Et quand les globules rouges se cassent, le taux d'hémoglobine, qui déjà n'était pas élevé chez eux, chute. Et donc, ils se retrouvent tout de suite en déficit, ce qui fait qu'ils ont besoin d'être transfusés rapidement, c'est-à-dire en urgence. À côté de ça, il y a beaucoup d'autres complications. Grâce à ces donneurs fidèles, des milliers de poches de sang sont collectées chaque année. Mais les besoins restent importants. Actuellement, les demandes sont très fortes. Il faut dire qu'au Bénin, c'est surtout pour les cas d'anémie que nous transfusons. Nos statistiques montrent clairement que sur 100 poches de mai à septembre, 60 sont transfusés à des enfants de moins de 15 ans, 20 à 25 à des femmes qui vont donner vie et qui malheureusement perdent beaucoup de leur sang et qui risquent de perdre leur propre vie si le sang n'était pas disponible au moment opportun en temps réel. Les poches de sang, les produits sanguins ont une durée de conservation, donc une date de péremption. Donc on ne peut pas constituer en un temps donné des stocks conséquents et attendre que le besoin arrive pour pouvoir y répondre. Du coup, il est important de renflouer de façon constante et permanente aux banques de sang. Quelques minutes suffisent pour donner son sang. Pour ceux qui l'attendent, ce geste représente parfois, bien plus qu'un traitement, une chance de continuer à vivre, à grandir et à espérer. La journée mondiale du don de sang, c'était hier, 14 juin. L'actualité de ce 15 juin est, elle, marquée par la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Une journée qui vise à attirer l'attention sur la vulnérabilité des personnes âgées, souvent confrontées à l'isolement et à des mauvais traitements, parfois au sein même de leur entourage. Prendre soin de ces personnes est-il une habitude ancrée chez les Béninois? Qu'en est-il de la notion de prise en charge de cette tranche de la population? Suivons un expert en accompagnement des personnes âgées. Un élément de Rodrigue Ola Babagweto. Respecter les personnes âgées, en prendre soin, c'est vrai que culturellement, c'est dans nos habitudes.
Mais entre le discours et ce qu'on voit en réalité, en fait, vraiment, l'écart n'est plus à négliger. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que prendre soin d'une personne, c'est pas juste parce que je veux le faire, non. Mais c'est est-ce que je peux le faire bien. La maltraitance, c'est pas juste porter un coup à quelqu'un. Ça peut aussi être ne pas donner les soins adéquats aux parents, qui est aussi une maltraitance, ce que beaucoup ignorent. Moi, je conseillerais à toutes ces familles-là de confier leurs parents à des professionnels et de beaucoup plus profiter de leurs parents. Vous voyez, parce que c'est ce qu'ils veulent. Pour vous donner un petit exemple, c'est une mamie dont on a pris la charge il y a de cela un an. Et cette mamie, elle n'était pas comprise. Parce que, elle avait une incontinence urinaire, elle n'avait plus la mémoire bien en place. Donc la famille la traitait comme quelqu'un en fait qui avait encore toutes ses capacités et qui savait ce qu'elle faisait. Donc tout le monde la méprisait lorsqu'elle faisait ses besoins, des trucs comme ça. Donc lorsque nous sommes arrivés, vous savez, la première question qu'elle nous a posée, elle nous a dit est-ce que vous n'allez pas aussi me maltraiter comme on le faisait? On me le faisait et nous, on a eu du mal à la rassurer au prime abord, mais avec l'expertise quand même des auxiliaires de vie et tout, ils ont réussi à gagner sa confiance. Mais aujourd'hui, elle va très bien. Elle sort, elle communique avec tout le monde. Elle a repris vraiment goût à la vie. Page internationale de ce journal à présent vers une désescalade au Moyen-Orient. Washington et Téhéran affirment être parvenus à un accord censé mettre fin aux opérations militaires dans la région. Au Mozambique, la flambée des prix du carburant complique le quotidien de nombreux pêcheurs. En République démocratique du Congo, Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme face à la progression rapide de l'épidémie d'Ebola, estimant que les moyens de riposte restent insuffisants pour contenir la maladie. Mathieu Sedremipo. En République démocratique du Congo, Médecins sans frontières alerte sur d'importantes insuffisances dans la lutte contre Ebola. L'ONG estime que les capacités de dépistage, de surveillance et de suivi des contacts restent limitées face à la progression de l'épidémie et appelle à une mobilisation urgente. Au Mozambique, la flambée des prix du carburant continue de peser sur les activités de pêche. De nombreux pêcheurs peinent à s'approvisionner, une situation qui affecte leurs revenus et ceux de leur communauté. Au Moyen-Orient, les États-Unis et l'Iran annoncent avoir trouvé un accord destiné à mettre fin aux hostilités. Dans ce contexte d'apaisement, la navigation reprend progressivement dans le détroit d'Ormuz, un passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole. Mathieu Sedemedji pour la page internationale. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition. Retrouvez après ce journal le magazine Nouveau type de citoyen, Code de l'enfant au Bénin. À 22h, un documentaire Terre de femmes en Indonésie. À 23h, un documentaire Savoureuse escapade lointaine au Sri Lanka. Et à 23h30, votre journal télévisé du soir. Très bonne suite de programmes sur Bénin TV.